Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous présenter cette masterclass. Je suis Juliette Babelot, graphiste, directrice artistique et fondatrice de l'entreprise Capuche Paris. Cette masterclass, elle va se composer en deux parties. La première partie, ça va vraiment être, je vais essayer de vous donner, vous inspirer quant à votre communication visuelle, vous donner quelques tips également pour votre entreprise, pour la faire rayonner au maximum. Et puis la deuxième partie, ce sera des questions. Donc n'hésitez pas sur le live à poser vos questions auxquelles je répondrai dans la deuxième partie de cette masterclass. Voilà, donc trouvez et créez votre identité de marque pour séduire vos clients. Le succès d'une entreprise, elle ne dépend pas uniquement de son savoir-faire, de qualité de ses produits, de ses salariés ou de l'excellence de sa gestion. Son image est désormais un facteur essentiel de réussite. Quels sont les leviers pour que les gens se souviennent de vous ? Alors, j'ai préféré vous présenter un peu, pour moi, les points importants qu'il faut mettre en avant de vraiment se poser ces questions-là. Déjà, le pourquoi. Le pourquoi, donc l'importance du why, la plateforme de marque et l'identité graphique. Alors, chaque personne, chaque organisation sait ce qu'elle fait. Certains savent comment elles le font, mais vraiment très peu de personnes d'organisations savent pourquoi elles le font. D'où le pourquoi, le fameux why. Dans quel but ? Quelle est votre cause ? Quelle est votre croyance ? Pourquoi votre organisation existe-t-elle ? Pourquoi est-ce que vous vous levez le matin ? Pourquoi ça intéresserait les autres ? Parce qu'après tout ce qu'on va faire, c'est pour les autres. Donc, ce que les gens achètent, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, la communication a pris une part très importante, notamment avec le digital, et que tout ce qu'on va connoter, tout ce qu'on va raconter, ça a une importance cruciale. Ce que les gens achètent, ce n'est pas ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites. Si vous parlez de vos convictions, vous attirez ceux qui croient en ce que vous croyez. La sincérité de la démarche, pour moi, c'est le véritable levier de réussite. On va commencer, en fait, le petit exercice qu'on fait toujours quand on... Donc là, vous avez votre boîte, vous savez ce que vous voulez faire, vous connaissez votre produit, vous avez votre cible. Voilà, vous avez vraiment la base de votre entreprise. Vous êtes en train de produire si jamais vous êtes dans le produit, vous êtes en train de définir votre service si vous êtes dans le service. Ce petit exercice-là, pour moi, il est le point de départ d'une plateforme de marque et il est vraiment... très 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 parlant, assez simple et très parlant. Le visioning, c'est le processus par lequel s'élabore et se partage une vision. Si on n'a pas de vision, on ne peut pas aller dans une direction, tout simplement. La vision, c'est la direction qu'on va prendre. Il constitue un voyage en 4 étapes incontournables qui suivent une logique et qui sont interconnectées. Savoir qui nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire que généralement ce travail-là, on ne va pas le faire. Alors on peut le faire quand on lance une boîte, c'est encore mieux, mais on le fait aussi beaucoup par rapport à l'expérience du lancement. On va commencer à savoir faire un petit peu un premier point sur la société, l'existant, ce qu'on a fait jusqu'alors, comprendre notre ADN. Il y a ce qu'on a voulu transmettre aux gens, à notre client, et il y a ce que les gens ont reçu. Donc parfois, l'ADN, il faut le recaler entre nos valeurs et finalement, des fois, on est très surpris par ce qui intéresse les gens dans notre produit. On ne s'y attend pas, donc il faut reconnecter tout ça. Explorer les tendances, parce que si vous n'êtes pas dans la tendance, ça ne sert à rien de lancer votre produit. Et après ça, se projeter vers l'avenir. Donc c'est ce qu'on appelle le visioning. Alors la plateforme de marque, c'est super important. C'est ce qui va vraiment vous permettre de mettre à plat vos idées et surtout ça va vous donner une vision inspirante de votre société. On n'est plus que sur je vends des capuches de pluie, on est sur je vais aller faciliter le quotidien des femmes, enfin voilà, donc moi j'ai pris ma plateforme de marque comme exemple pour pouvoir vous montrer les applications de cette plateforme. Soyez le plus inspirant possible. Et pour ça, il y a vraiment des tactiques, c'est en 7 points. Ça va vous permettre de comprendre qu'une marque, c'est une idée. Pour qu'elle ait un sens, l'idée doit créer de la différence avec les concurrents, de la préférence pour les clients, donc une identité. Donc pour capturer cette idée, on a 7 points. La genèse, donc c'est l'historique de notre marque les 3 dernières années, notre constat, notre observation du monde, qui a fait naître cette envie de création d'entreprise. Notre mission, ça va être vraiment la ligne de conduite, notre rapport à la société. Les valeurs, ça va être ce qui nous anime, ce qui fait qu'on se lève le matin, ce qui fait qu'on a envie de faire croître notre société. La promesse, ça c'est la promesse au client. La vision, comme je vous disais, où est-ce qu'on veut être, où est-ce qu'on va. Je donne le point et hop, comment je fais pour ensuite, je vais définir où je veux aller et ensuite je vais commencer à dérouler les différents points, les différentes stratégies. Et l'identité. Donc dans mon cas, la genèse, c'est la date de création de l'entreprise, l'inspiration. Donc j'ai de la chance parce que j'ai un storytelling qui est très clair. C'est ma grand-mère qui m'a
inspiré, avec ces petites capuches en plastique que tout le monde connaît. Donc en plus, il y a le côté Madeleine de Proust. Moi, vraiment, j'ai lancé cette société, j'ai lancé un concept. Je suis directrice artistique, donc ce qui m'intéressait vraiment, c'est la communication qu'on allait pouvoir faire autour de cet objet désuet et comment j'allais faire pour le rééditer, le réinventer et le rendre glamour, alors que c'est vraiment pas quelque chose de sexy à la base. Donc moi, le storytelling est très clair, très simple. Peut-être que vous avez une société où il va falloir broder un peu autour de votre storytelling de façon à ce que les gens se sentent émotionnellement impliqués dans votre démarche, dans ce que vous faites. Enfin, aujourd'hui, on est dans une société d'affect et c'est vrai que si on ne va pas parler aux gens de choses qui les touchent, c'est très compliqué d'aller avoir une communauté qui grandit, etc. Donc je ne vais pas vous lire toute ma genèse, mais c'est juste pour vous donner cette idée. Vous faites un point sur les 3 années qui viennent de passer. Dans mon cas, par exemple, j'ai pu constater que les médias s'intéressaient beaucoup au produit parce que justement, il était innovant, étonnant. Voilà, le produit est tout de suite bien reçu par le public. Il amuse et touche par son nom, sauve et dépanne par sa fonctionnalité et surprend par son esthétisme. Donc, en me disant ça, je me suis dit, il faut que je fasse plus de collabs puisque c'est la presse qui me permet de vendre. Donc, dans mon constat personnel, je me suis dit, c'est la presse, c'est la télé, puisque j'ai participé à Qui va être mon associé à la première émission. Et je sais qu'ils m'ont trouvé parce qu'ils ont tapé non décalé sur Internet. Voilà, ils avaient envie de personnes qui allaient raconter des histoires un peu inattendues et puis un peu, pourquoi pas, un peu émotionnelles aussi. Et après, la diffusion, pourquoi c'est important aussi de faire un point sur sa diffusion, c'est que, par exemple, moi, je me suis rendu compte que les gens, j'ai changé de nom, je suis passée de Capuche à Mémé à Capuche Paris, puisque en fait, avec mes points de vente qui sont la Samaritaine, le Bon Marché, les Galeries Lafayette, Publicis Drugstore, c'est des points touristiques. Donc en fait, faire le point sur les 3 années qui viennent de passer, ça c'est pas simplement se dire combien on a vendu. Bon, voilà, moi je suis une créative, je suis pas forcément dans les chiffres tout le temps, mais en fait du coup il y a un côté où ça vous permet, avec les médias, avec la diffusion, de vous dire d'adapter finalement votre produit par rapport à la façon dont le produit est reçu. Parce que parfois, on a un côté où on imagine que ça va être reçu par tel public, telle cible, et puis en fait pas du tout. Moi je pensais que Capuche à Mémé ça toucherait plutôt les grands-mères, en fait c'est plutôt les petites jeunes que ça a amusé, parce que les mémés se sont dit ah bah non, moi je veux pas qu'on m'appelle mémé, même si c'est le cas. Donc il y a plein de choses inattendues, et si on n'a pas un petit peu de recul et d'expérience sur ce qui a déjà été fait, si on prend pas le temps de faire cette plateforme de marque et de se poser sur les choses, on peut pas vraiment rediriger en fait notre stratégie, notre façon de voir. Voilà, donc c'est important de se poser tous les ans pour faire le constat. Alors qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu de la presse. Alors du coup, la presse, c'est un truc qui marche bien. Tiens, ce serait bien de faire plus de collabs pour provoquer plus de presse. Tiens, je suis vendue où ? Donc du coup, qu'est-ce qui va être intéressant de développer ? Quelle cible ? Voilà, en fait, on avance, on grandit avec notre société. Moi, j'ai lancé cette marque, c'était un peu une blague au départ, donc c'était Capuche à Mémé, et finalement, c'est devenu une société, un accessoire de mode très sérieux qui est représenté dans tous les lieux emblématiques. Donc voilà, je suis très fière de ça. Je suis très heureuse que ça ait été reçu comme un accessoire de mode, mais je ne pouvais pas le deviner avant de le lancer. Voilà, donc pour revenir aux différentes étapes de la plateforme de marque, le constat, donc dans mon cas, le fait qu'il pleuve. Ma mission, comme je vous disais, c'est la ligne de conduite, c'est l'apport à la société. Moi, la sensation que j'ai, c'est que ce dont j'ai envie, en tout cas, c'est de faciliter le quotidien des femmes dans le tourbillon de la vie. C'est vraiment ce qui m'anime. Les valeurs, alors ça c'est très propre à chaque société. Dans mon cas, c'est créativité, liberté, optimisme et bienveillance. Créativité parce que je suis DA et que je pense qu'on va intéresser les gens aussi en ayant un esprit d'innovation, etc. La liberté, parce que c'est des valeurs qui nous sont propres et chères, et moi j'offre de la liberté en laissant les mains libres. La liberté d'être soi-même, la liberté d'oser porter cette capuche, puisqu'à la base elle est quand même assez étonnante. Et puis la bienveillance avec des produits qui englobent et qui protègent. Je suis simplement en train de vous montrer l'application de la plateforme de marque. Voilà. Moi, ma promesse, ça va être quelque chose d'assez général. La vision, c'est donner du pouvoir aux femmes. Si vous faites... selon l'activité, c'est ça qui était un petit peu difficile pour moi en préparant cette masterclass, c'est de vraiment vous expliquer l'application. Ce que je veux, c'est que vous vous rendiez compte qu'en fait, on part de faits très concrets, du produit, du service, etc. Et en fait, on va aller chercher tout autour de ce produit, tout ce qui va être inspirant, tout ce qui va donner envie d'en parler, Et en fait, il faut que ce soit vraiment une vision beaucoup plus large. Et souvent, on est le nez dans le guidon en tant qu'entrepreneur, on a du mal un peu à décoller. Et finalement, cette plateforme de marque, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire pour... je lis vos questions en même temps, la discussion.
Ouais. Oui, oui, ça attend un peu ce genre de présentation. Je vais me détendre, pas de souci, David. Et donc la signature visuelle, elle arrive après. Ce que je veux vraiment vous transmettre aujourd'hui, c'est que réfléchir à ce qu'on fait, pourquoi on le fait, qu'est-ce qu'on a envie de transmettre, ça va vous permettre d'avoir des bases. Cette plateforme de marque, on se retourne constamment dessus en disant est-ce que ça correspond à qui je veux être? Ah, là non, je suis sortie du cadre. Ah. Et ça vous permet d'être cohérent quant à ce que vous proposez en fait à vos clients, autant en termes d'image qu'en termes de produits. Donc voilà, dans mon cas, la signature visuelle, elle va être joyeuse, colorée, etc. Tout ce qui sort de votre entreprise doit incarner cette plateforme de marque. Donc, comment s'y prendre? Donc là, c'est la partie un tout petit peu plus technique, on va dire. C'est vraiment la graphiste, la directrice artistique qui vous parle et pas la créatrice d'entreprise. En fait, votre identité, déjà, enfin, votre société, déjà, il faut lui trouver un nom. Ce nom, c'est pas vraiment évident. Enfin, on a envie à la fois de décrire, on a envie de raconter ce qu'on fait, on a envie d'avoir un nom qui est facile à prononcer, qui est accrocheur. Donc, ce qu'il faut faire vraiment, moi, ce que je conseille, c'est de faire des listes et des listes et des listes et en fait d'aller vraiment faire tout le champ lexical. Vous êtes dans l'automobile, la roue, le volant, enfin tout ce qui va raconter en fait, rouler, la route, le béton. Enfin, faut vraiment toujours imaginer que finalement on a un produit qui s'inscrit dans un contexte et que ce contexte va vous permettre d'ancrer votre produit et du coup de raconter du réel et d'aller toucher les gens et d'aller être le plus clair possible quant à ce que vous apportez avec votre spécificité. C'est important de mettre en avant votre argument clé de vente et d'adapter votre message et langage au public cible et de valoriser ses valeurs. Parce que du coup, évidemment, des produits comme moi la capuche de pluie, c'est toutes les femmes. Hein, réellement, il n'y a pas de. Mais il y a énormément de produits qui vont être très ciblés. Et du coup, plus vous avez bien défini votre cible auparavant, donc dans l'étape 1, vous avez fait votre plateforme de marque qui vous a permis de comprendre quel ton et quelle valeur à mettre en avant. Le nom, il faut qu'il raconte tout ça encore une fois. Voilà. Et puis enfin, bien sûr, vérifier la disponibilité d'un nom d'entreprise, c'est super important. Donc vous avez l'INPI, et puis voilà. Après, toutes les démarches en ligne se font en ligne, registre du commerce, etc. Par exemple, moi, je me suis appelée le capuche à mémé au début parce que, comme je vous disais, c'était pas forcément quelque chose de très couture. Et puis finalement, le produit a vraiment plu plutôt du côté mode et du côté accessoire mode. Et du coup, ça s'appelait Capuche Paris. Quand on est pensé à Paris, quand on est fabriqué à Paris, ça faisait plus sens. Et surtout, quand vous choisissez votre nom, imaginez comment ça va être reçu. Moi, j'ai seulement pensé au côté rigolo, en fait. C'est rigolo, capuche à mémé. Et en fait, quelque part, avoir un nom, enfin, se faire remarquer grâce à un nom décalé, peut-être à double tranchant. À vous de savoir si vous voulez être pris au sérieux et assumer ou non le sourire qui ira avec le nom amusant. Ensuite, votre nom, évidemment, vérifiez ce qui signifie dans plein de langues. Ça, c'est super important aussi. Donc voilà, moi, je suis l'exemple type de la personne qui n'a pas, parce que j'étais pas formée à cette époque-là et voilà, j'avais pas suivi notamment les accompagnements avec la BPI et je savais pas vraiment comment on s'y prenait. Je pense que si vous pensez à votre vision, ça va vous permettre de choisir le bon nom parce que changer de nom en cours de route, c'est quand même pas hyper simple. Donc voilà, le travail pour moi de la plateforme va vous permettre d'arriver au nom. Réfléchir au nom en parallèle, je trouve ça intéressant, mais revenez sur votre nom une fois que votre plateforme, elle sera bien établie. Parce que moi, je peux vous assurer que si vous voulu être coloré, glamour et tout ce que je raconte dans ma plateforme, capuche à mémé, ça passe pas. Parce que moi, je suis dans le mouvement, etc. Mémé, il y a un côté ostentatoire, un peu plus âgé, etc. Donc voilà, essayez d'éviter les noms clivants. Alors effectivement, on se dit, c'est rigolo pour les gens. Non, à partir du moment où il y a des personnes qui n'aimeront pas, ça va toujours être un peu compliqué. Donc vraiment miser sur un nom enfin, testez-le sur les gens parce qu'aussi, il y a tout ce à quoi nous, on n'a pas pensé quand on l'a imaginé. Pour le logo, là, je vais vraiment vous parler graphique, tactique, graphisme. Quelques petits tips pour le logo. Là, c'est vraiment, je suis désolée s'il y a des graphistes ou des gens qui sont déjà initiés à tout ce langage-là. Je repars vraiment à zéro, mais ça va vous permettre aussi de vous rendre compte de l'application de la plateforme sur ces différentes choses. Alors, l'harmonie colorée. On sait que les couleurs suscitent des émotions. On sait que les couleurs
connotent des émotions, des choses, des industries, etc. Donc c'est intéressant, là je vous ai mis un petit extrait de livre, et je vous ai mis la référence à la fin de la présentation, de façon à ce que vous puissiez vous aussi acheter des supports qui vont vous permettre de comprendre, parce que voilà, moi j'ai fait des études en art appliqué pendant un paquet d'années, donc c'est des choses que je sais parce que je les ai apprises. On ne peut pas forcément, nous, avec notre sensibilité, imaginer que le jaune, c'est la curiosité. Alors oui, c'est l'ampoule, c'est l'ingéniosité, etc. Mais voilà, il y a plein de choses aussi qu'il est intéressant de comprendre. Et encore une fois, je reviens à l'émotion. L'émotion qu'on crée chez les autres. Si vous créez de l'émotion, votre produit, si vous créez de l'émotion sincèrement, je reprends parce que pour moi la sincérité de la démarche c'est un véritable levier. Moi j'ai sincèrement envie de protéger les femmes, j'ai sincèrement envie qu'elles soient contentes de trouver une petite capuche au fond de leur sac quand il pleut. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Après encore une fois sur tout ce qui est service c'est très différent, mais les couleurs vont vous aider, votre plateforme de marque est prête, et ben vous n'avez plus qu'à faire rentrer dans la bonne case. Moi, je suis dans la bienveillance, pourquoi pas un peu de rose. Quand on est dans l'urgence, pourquoi pas un peu de rouge. Et en fait, vous allez avoir tous les éléments, vous allez pouvoir les caser et après vous servir dans la boîte à outils que sont harmonie colorée, typographie, nom, etc. pour vraiment votre charte graphique. Voilà, donc par exemple, le bleu, il a été prouvé que c'est une couleur qui marche autant auprès des femmes qu'auprès des hommes et qui est rassurante, qui incarne la confiance. Donc on peut voir toutes ces marques qui ont utilisé le bleu. Listez vos mots-clés. Regardez comment ils sont exprimés graphiquement et jouez avec les formes. Donc autour, par exemple, FedEx, c'est du transport, c'est de la rapidité, c'est du progrès. Voilà. Je pense que quand ils se sont rendus compte que il y a un souci ? Ça. Que FedEx, en fait, une fois que c'est collé, les petits caractères, vous allez avoir le E et le X. À l'intérieur, en défonce, on va avoir la flèche. Donc la flèche qui va vouloir dire précision, rapidité, livraison. En fait, si vous commencez à tout simplement écrire le nom, une fois que vous avez votre nom, c'est pour ça que je vous dis que il y a vraiment un process à suivre pour être sûr de ne pas se planter à aucune des étapes. Vous écrivez votre nom même en capital, en minuscule, mais à la main, vraiment, l'exercice, faut pas s'embêter parce que le choix du nom peut aussi être parce qu'il y a quelque chose au niveau des caractères qui se passe et qui est intéressant. Donc voilà. Donc FedEx avec la défonce, et pareil pour le logo Carrefour, vous avez déjà dû voir la flèche qui est à l'intérieur du logo. Et puis là, par exemple, Airbnb, c'est un case study tout simple. C'est qu'est-ce qu'on va raconter des utilisateurs, donc des gens, parce que c'est quelque chose d'humain. La géolocalisation qui indique le lieu où se trouve le logement. Donc ça, c'est les géologues, c'est super important. Le cœur pour l'amour et le partage et le fait d'avoir la générosité de louer son chez-soi. Et le toit. Et en fait, ils ont dû regarder tous ces symboles, se dire, attends, si je le retourne, ça fait un toit, ça fait un A, Airbnb. Voilà, moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est tourner complètement autour de votre problématique, mais de près, de loin, lister des mots, lister des choses, commencez à écrire, voyez s'il n'y a pas des formes qui racontent des choses. C'est ce qu'on appelle les analogies formelles. Par exemple, Galerie Lafayette veut dire Paris. La Tour Eiffel, il y a 2 T dans les galeries, ils ont formé une Tour Eiffel tout simplement avec les 2 T. Donc c'est ce qu'on appelle de la typographie expressive. C'est quand en fait les caractères font des formes. Donc peut-être que ça va influer sur influencer votre choix de nom, de vous rendre compte que c'est dingue, le T, le A, ça fait pile le Pac-Man qui représente, j'en sais rien, enfin voilà. Donc commencez à trouver son ton grâce à une recherche icono, commencez à définir son positionnement. Cela vous donnera une idée de l'image que vous avez envie de véhiculer, mais également des formes présentes dans le champ lexical de votre activité et donc des analogies formelles possibles. Amusez-vous. Franchement, vous prenez vos noms, vous prenez votre nom, vous commencez à l'écrire tout simplement. Une fois que vous avez commencé à observer la façon dont les lettres bâtons jouent ensemble, etc., il y a ce que l'on écrit et comment c'est écrit. La typographie, c'est très important. Une typographie, comme une couleur, va aller connoter une émotion, un sentiment. Voilà, donc là, je vous ai fait quelques petits exemples rapides. Donc la rapidité avec l'italique, l'histoire avec une typo à empattement, c'est une Didot, donc une typographie qui est historique, qui date je pense que c'est du XVIe ou XVIIe siècle. Est-ce qu'on prend une typo moderne? Est-ce qu'on prend une typo historique? Est-ce qu'on prend là, par exemple, pour écrire le mot douceur, c'est des courbes, on va être dans quelque chose d'un peu
plus ronde, un peu plus doux. L'engagement, il y a un côté sérieux posé. L'affirmation, il y a un côté un petit peu droit et capital, etc. La rondeur, la discrétion. La tradition, la typographie raconte déjà en soi quelque chose. Couleur, typo, c'est la base vraiment de votre identité visuelle. Vous pouvez même créer une typographie. Si vous ne trouvez pas de typo qui existe déjà, vous pouvez même créer une typographie qui sera propre à votre société, ce qui est encore mieux. En tout cas, quand vous allez écrire, quand vous allez commencer à réfléchir à votre logo, encore une fois, si vous ne savez pas ce que vous voulez qu'il raconte, vous ne pourrez pas définir quelle typographie est adéquate. Après, il y a tout l'univers visuel. Donc là, encore une fois, j'ai pris mon exemple parce que c'est celui que je connais le mieux. Mais faites l'exercice de faire des recherches sur Pinterest, sur Google Images même, des mots-clés qui vont tout autour. Alors moi, ça va être météo, cachet, casquette, chapeau, nature, dehors, balade. Enfin, ça peut être tout et n'importe quoi, en fait, qui tourne autour de votre produit. Et ça va vous permettre de raconter votre société sur les réseaux sociaux notamment, d'une façon toujours un peu inattendu, un peu décalé. Là, je veux raconter qu'on est fabriqué à Paris. Là, je veux raconter, c'était peut-être un jour où, là, je montre vraiment le produit, le fait qu'il tienne dans la poche, à l'arrière, etc. Mais parfois, ça va être inspirationnel. Le fait que cette influenceuse la porte avec des jumelles à la main, c'est la vision. Donc, le texte qui va accompagner, c'est, voilà, il faut voir loin. C'est un peu ce que je vous raconte aujourd'hui, d'ailleurs, dans ce post. Donc, pensez vraiment à illustrer votre entreprise par des concepts et tous les concepts qui sont englobés par l'entreprise et pas uniquement le produit. On veut rêver. On veut que vous nous emmeniez, on veut avoir envie d'être votre meilleur ami en fait. Donc il faut vraiment voir les choses d'une façon très large et très inspirante. Et surtout, amusez-vous. C'est un travail très sérieux que mon métier de graphiste DA. Et c'est sérieux, évidemment. Mais si vous vous amusez pas en regardant votre communication, en la créant, comment voulez-vous que les gens aient quelque affect que ce soit en la croisant voilà. Donc, gardez bien en tête que vos clients doivent avoir envie de faire partie de votre communauté, de votre univers. Soyez inspirants. Et si on n'est pas sincère, on ne peut pas vraiment parler d'avoir envie de faire partie de la communauté puisqu'on n'est pas vraiment soi-même. Donc je pense que, voilà, encore une fois, pour moi, la sincérité de la démarche, la sincérité, l'authenticité de la société, de ses fondateurs et la façon dont ils travaillent, voilà, moi en Made in France, en ESAT, avec des personnes en situation de handicap, pour moi, c'est que des choses qui sont très importantes, sincèrement pour moi, et c'est pour ça que j'ai aucun souci à en parler de plein de manières différentes. Voilà, on doit se sentir bien chez vous. Prenez votre entreprise comme un lieu d'accueil pour passer un bon moment. Et surtout, la créativité est un métier, faites-vous accompagner. Il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre. Moi, je vous ai donné vraiment quelques clés. C'est assez court finalement pour tenter de vous transmettre vraiment mon amour de la création, ce qui me fait du bien dans la création, le moment où on a une idée en tête et qu'on arrive à lui donner corps via une typographie, via un logo, via une image, via la bonne photo. Toute cette émotion-là, j'avais envie de vous la transmettre et surtout de vous raconter que la com, c'est pas juste des pubs achetées, moins 10%, 15%. Voilà, moi par exemple, je fais pas du tout de solde parce que j'ai du mal à ancrer le côté solde dans ma démarche, le côté promotion, on va dire. Moi, je ne fais pas de promotion je raconte pas que mon produit est imperméable, super beau, super truc. Ce que je raconte, c'est la vie que je mène et la vie que mènent mes utilisatrices grâce à la liberté que le produit, en fait, me procure, me permet, on va dire. Voilà, donc pour cette histoire de vision, je pense que c'est ce qu'il y a de plus inspirant. J'ai différentes références à vous donner, notamment bâtir une vision. Alors pour la petite histoire, c'est une masterclass que moi j'ai suivie à la Fédération française de prêt-à-porter féminin, où j'étais suivie l'année dernière. Et c'est Jean-Gabriel Kern qui est venu nous sensibiliser à cette histoire de vision. Et la façon dont il m'a expliqué les choses en me disant, en fait, vous n'avez pas une entreprise, vous tenez une idée, il va falloir la transmettre et intéresser les gens et les inspirer, les palpiter. Ça a été vraiment pour moi cette masterclass et ce livre. Ça a été révélateur et en fait libérateur parce qu'encore une fois, on est sur notre produit, on investit tout notre temps, on veut du résultat, donc des fois on est un peu impatient. Laissez votre identité de marque s'installer gentiment. Voyez comment vous êtes à l'aise dedans, voyez comment les gens sont à l'aise dedans et adaptez-la. En tout cas, c'est votre vision qui va être vraiment votre chemin, ce qui va vous aider à dessiner votre chemin. Et l'autre livre que j'ai trouvé très intéressant et duquel était
duquel je vous ai montré les harmonies colorées. Communication visuelle. Concevez et réalisez une identité visuelle multi-support. Alors, effectivement, prendre un graphiste, un DA, se faire accompagner, c'est pas forcément, quand on commence, on se dit que c'est pas forcément l'urgence. Donc, si vous voulez gagner du temps avec le DA ou le créa que vous allez prendre plus tard pour vraiment réaliser votre charte graphique, votre identité, je vous conseillerais d'acheter ce livre, entre autres. Il doit y en avoir d'autres, mais je vous ai mis les références, parce qu'en fait, il permet vraiment de décomposer la façon dont sont faites les choses, et du coup, vous, de travailler. Votre créa va vous poser des questions. Qu'est-ce que tu veux dire? Quel ton? Quel genre de typo t'aimes bien? Quel logo t'aimes bien chez la concurrence ou pas la concurrence? Tiens, ce logo, tu le trouves beau? Pourquoi? C'est pas du tout le même genre de société que toi, mais pourquoi tu le trouves beau? Ah d'accord, ok. Et on va aller piocher. Et en fait, nous, en tant que DA, on va aller piocher dans toutes vos idées. On va essayer en fait de lire les sous-titres de ce que vous avez envie de raconter aux gens. Donc, si vous achetez, j'ai aucun pourcentage sur les ventes de ces 2 livres, mais ça a été vraiment pour moi des inspirations importantes. Enfin, bâtir une vision. Et la communication visuelle, j'ai trouvé très intéressant, puisque moi, c'est un support que j'utilise avec mes clients pour leur dire, tu vois, là, il faut que tu m'aides un petit peu, il faut que tu m'en donnes un petit peu plus, parce que je ne peux pas deviner là où tu as envie d'aller. Voilà, donc écoutez, je vous remercie beaucoup. J'espère que c'était intéressant et inspirant. Je voulais juste revenir du coup sur... Voilà, peut-être qu'on va rester sur cette slide-là. Alors, je vais aller regarder surtout s'il y a des questions, parce qu'en fait, je ne sais pas s'il y a des questions. Une fourchette du budget nécessaire à la création de sa charte graphique et comment trouver une bonne agence, studio ou graphiste. Alors c'est vrai que c'est pas évident, parce que une fourchette de budget nécessaire à la création de sa charte graphique, ça dépend un petit peu du nombre de supports qui vont être. Mais moi par exemple, je vais facturer 1 500 € pour un logo simple, mais le logo en fait va si vous avez par exemple si vous avez des packaging à développer, si vous avez toute une charte à mettre en place parce qu'il y a beaucoup d'applications de la charte, ça peut augmenter. En tout cas, ça vaut vraiment le coup de le faire par un professionnel parce qu'il va penser à tout pour vous, justement aux déclinaisons de chartes que vous allez peut-être pas forcément imaginer, à plein de choses. Mais une fourchette, je dirais qu'on est, on est sur que le logo 1000-1005. Après, toute une charte complète, c'est entre 2000 et 5000 € si vous voulez faire les choses bien. Après, il y a plein de façons de faire. Par exemple, vous pouvez faire appel aux écoles de graphisme. Donc, moi, je sais que j'ai fait l'école Estienne. J'ai fait même un diplôme supérieur d'art appliqué là-bas. On nous a proposé des sujets en fait professionnels. Alors pour les étudiants, c'est génial parce que c'est déjà un pied dans l'entreprise. Je me souviens qu'on avait travaillé pour le Rire Médecin, donc c'était chouette de pouvoir aider une association. Mais je pense que des startups peuvent être aidées également par des écoles. Donc voilà, dans les écoles si vous voulez me contacter par la suite pour me demander quelles écoles, il n'y a aucun souci. Et je sais qu'Estienne du Perret. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Bon, il y a plein d'écoles en fait de graphisme qui vont pouvoir éventuellement être une solution pour vous. Et puis je trouve aussi que faire appel à des étudiants, quelque part, il y a un côté peut-être moins efficace, mais peut-être que comme vous êtes en train de construire votre projet, réfléchir à votre charte, c'est peut-être quelque chose qui se mûrit à plusieurs. Donc ça peut être chouette de commencer ce travail, quitte à finir avec un graphiste confirmé sur le sujet. Voilà. Comment savoir qu'on a trouvé la bonne agence de communication? En fait, il y a plusieurs choses. Moi, ce que je vous conseillerais, si vous voulez vraiment passer directement par une agence, c'est alors déjà, s'il y a des chartes que vous aimez bien, s'il y a des campagnes de pub que vous aimez bien, essayez de trouver sur Internet qui les a faites. Parce que déjà, ça veut dire que vous allez être dans le même, on va dire le même état d'esprit que l'agence. Il y a des agences, il y a plein d'agences qui font de tout, mais il y a aussi beaucoup d'agences, je pense à une agence qui s'appelle Souple, par exemple, qui fait que de l'institutionnel. Donc, il y a des agences de com qui vont être... Donc, vous pouvez taper, par exemple, sur Google, agence de communication, si vous faites de l'institutionnel, institutionnel. Et là, du coup, vous allez avoir en keywords les agences qui font que ça. Je ne sais pas s'il faut passer par une agence spécifique.
Moi, je sais que, par exemple, je travaille vraiment pour tout type d'entité, autant pour le luxe que pour justement l'associatif. Je me nourris des valeurs et de la sincérité des associations et toutes ces sociétés-là, enfin toutes ces fondations, pour justement épurer et garder humble le graphisme du luxe. Et le luxe me permet de garder aussi un pied dans quelque chose de chic, d'élégant. Et ça, je vais l'insuffler dans les créas que je vais faire du coup pour de l'associatif. Donc voilà, moi dans mon cas, c'est vrai que j'aime bien travailler pour différents types de clients. Mais si jamais ça vous rassure, il existe vraiment des agences spécifiques qui travaillent uniquement pour certains types d'industries, pardon. Alors, quand vous savez que en fait, quand vous allez aller voir une agence de com, je vous conseille de rencontrer les gens. C'est tellement personnel, la mise en place d'une charte graphique. C'est tellement important. Votre image, votre nom, c'est un peu comme donner le nom à un enfant. Si le prénom, vous n'êtes pas sûr, vaut mieux pas le donner parce que vous allez l'entendre pendant le reste de votre vie. L'entreprise, c'est un peu pareil. Il faut vraiment qu'on soit... Donc, je pense que vraiment, la bonne agence, c'est déjà l'agence qui est sur la même longueur d'onde que vous. Donc, un premier rendez-vous. Si vous voyez déjà que la personne ne comprend pas ce que vous racontez, parce que la communication et la création, c'est quand même très personnel. C'est quand même vraiment lié à l'affect. Donc, les sensibilités peuvent être divergées selon les caractères, selon les gens. Donc, vous allez tomber, si vous êtes quelqu'un de très sensible, vous allez tomber sur un graphiste qui fait des choses très carrées, très papa. Vous allez pas vous sentir compris en termes de personnalité, donc graphiquement, ça va se ressentir. Donc moi, je conseille toujours, en tout cas quand des nouveaux clients viennent me voir, j'organise toujours un rendez-vous de façon à ce qu'on voit déjà comment nous, on s'entend, comment moi, je comprends le client et comment moi, je peux, du coup, je vais pouvoir l'aider parce que je me sens concernée par sa problématique. Donc, comment on sait qu'on a trouvé la bonne agence de communication ? On le sait parce que ça marche, parce que la personne, elle vous apporte... parfois, on se plante, hein, parfois, on fait des chartes. Il peut arriver de pas être tout de suite dans le vrai ou dans ce qui est attendu par le client. Mais si vous sentez le feeling avec les gens, si vous sentez que les premières créas qui sortent, même en crayonné, vous savez que la personne, elle comprend ce que vous avez envie, là, vous avez trouvé la bonne. Il existe des agences qui mettent en contact avec des agences de graphisme en fonction de votre budget, vos besoins et vos critères. Alors là, j'avoue que je ne sais pas du tout. Alors, comment bien définir son cahier des charges pour définir sa charte ? Et avez-vous quelques références, livres, sites ? Alors, je vous ai vraiment mis ces deux livres-là. Si vous souhaitez m'écrire, donc vous pouvez m'écrire à info@capucheparis.com. Si vous souhaitez m'écrire, donc je suis Juliette, je suis la fondatrice, mais je les reçois ces mails, donc n'hésitez pas. Et je pourrais vous renvoyer des listes des façons, on va dire, des process pour bien définir son cahier des charges. Encore une fois, pour moi, le support que je vous donne aujourd'hui, je pense qu'on pourra le mettre à disposition. Il va être mis à disposition sur le site de BPI France. Moi, vraiment, faites l'exercice déjà. Parce que cet exercice-là, même si vous n'avez pas les réponses, vous aurez commencé à vous poser les questions. Donc, bien définir son cahier des charges pour définir sa charte. Déjà, acheter communication visuelle, ça va vous permettre de voir quelles questions on va vous poser. Donc ce livre-là, pour moi, il raconte à peu près tout. Il est très complet. On comprend qu'il faut avoir il faut faire des choix, par exemple photo ou illustration. Quel type de typo. Il va vraiment vous aider à communiquer avec votre graphiste. Mais votre cahier des charges, pour moi, c'est quand est-ce que je suis contente quand un client vient me voir. Alors il y a aussi ce qu'on appelle la copie stratégie. Ça peut être, alors sur Google, vous tapez copie stratégie, vous prenez un exemple et vous commencez à remplir déjà les questions de la copie strat qui vont être votre service, votre cible, vos clients, etc. Parce qu'en fait, il y a plein de façons de parler du même sujet. La question est de trouver la bonne façon qui correspond à l'ADN des créateurs et à l'ADN de la société et surtout qui va trouver sa cible. C'est-à-dire que si vous savez déjà à qui vous...
Si vous savez déjà à qui vous voulez parler, ce sera plus facile de faire l'entonnoir. En fait, pour moi, la création, c'est un grand concept. Voilà, il y a plein de choses, plein de mots, plein de choses. Et en fait, on fait l'entonnoir. On part de choses un petit peu d'éléments, de mots, de couleurs, un petit peu trop tranchés. Et au fur et à mesure, on va arriver à l'entonnoir qui va être la bonne idée, le bon logo. Donc du coup, vraiment, ce cahier des charges-là, vous pourrez le définir si vous avez fait votre copie stratégie, si vous avez commencé à réfléchir de votre côté à la plateforme de marque. Moi, je prétends pas vous avoir donné tous les outils. En tout cas, j'espère vous avoir inspiré, vous avoir fait prendre conscience que... Il faut que je vienne chercher la tablette. Je ne les vois pas. Il n'y a pas. Pardon, d'un petit problème technique. Mais où? Non, la première, je ne sais pas. Tu veux que je le prenne? Ah oui, on a les questions du live aussi qui tombent. L'impact d'un logo, de la typo, de la couleur a-t-il un impact quantifiable sur le business? Ah bah clairement oui. Moi, je peux vous dire par exemple que passer de capuche à mémé dans les typos que j'utilisais un peu anciennes, etc., avec vraiment l'esprit d'héritage, de tradition, le storytelling en question et tout. Ouais, je suis passée sur Capuche Paris. Clairement, je vends, je pense, 3 fois plus pour différentes raisons. Déjà parce que Paris est dit, donc il y a vraiment un côté statuaire et une valorisation du savoir-faire français et du souvenir parisien, du style à la parisienne, etc. La charte, si vous avez une charte qui n'est pas, par exemple là dans les logos qu'on peut voir, si vous avez une charte qui n'est pas reconnaissable, par exemple, si vous ne vous êtes pas bien renseigné sur ce qui existait déjà et qu'on dirait qu'en fait vous êtes bidule ou machin, bah, c'est pas vous qu'on vient voir. Encore une fois, une entreprise, elle doit aller chercher et s'appuyer sur ses leviers différenciants. On doit vous reconnaître. Le thème de cette masterclass, c'est comment on fait pour qu'on se souvienne de nous. Comment on fait? Déjà, on a un nom facile à prononcer, donc on va aller dire, parce que le bouche à oreille, je peux vraiment en témoigner, le bouche à oreille, c'est la meilleure arme de communication. Donc déjà, si votre nom de boîte n'est imprononçable, alors soit c'est... comment ça s'appelle Bon, je vais pas réussir à le faire, mais la marque qui justement a un nom imprononçable et du coup Soch ou je sais pas quoi. Voilà, ça c'est rigolo par exemple parce qu'il est imprononçable, mais ils le savent et ils jouent avec ce côté imprononçable. Donc oui, évidemment, un nom, une harmonie colorée, une couleur qu'on voit pas ou une couleur qui veut dire banque quand on fait des foulards, bah ça va pas parce que du coup on va pas vous reconnaître en tant que tel. Et puis il faut pas oublier que la communication visuelle est vraiment portée sur la psychologie. C'est-à-dire qu'un visuel va vous attirer ou va vous répulser. Et tout ça, ça s'analyse. Et vraiment, si vous travaillez pas votre image, c'est pas que je poste tous les jours Instagram, etc. Vous verrez, j'ai rien posté moi depuis juillet. J'en suis pas fière, mais j'ai pas vraiment eu le temps. Et je préfère ne pas poster que mal poster. C'est bien poster, bien raconter ses histoires. Voilà. Et pourquoi il est important de mettre en avant les valeurs de l'entreprise? Parce qu'en fait, si vous allez parler à des gens avec des convictions, si ces gens partagent vos convictions, ils vous suivent et ils vous suivront de façon pérenne. Ça va pas être j'aime bien, c'est chouette, j'en achète un. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment pour le coup des followers très actifs, qui soutiennent, qui se sentent concernés par ma société parce qu'ils m'ont vu commencer, ils m'ont vu sur qui veut être mon associé, ils vont vraiment venir suivre et voir la société croître et être contents de la voir croître. Mais en fait, du coup, c'est lié à mes valeurs. Si vous avez l'impression que vous n'avez pas de valeur, reposez-vous sur votre produit. Votre produit, qu'est-ce qu'il apporte au client final? Quel soin, profondément au-delà de je fais je fais un skate qui va plus vite que les autres. Ok, mais qu'est-ce que ça apporte d'aller plus vite que les autres? Est-ce que c'est désolé, l'exemple du skate c'est vraiment hyper nul. Je fais des lunettes. On sait que les lunettes c'est pour le soleil et on sait que les lunettes c'est pour mieux voir ou voir tout court. Qu'est-ce qu'elles sont de plus vos lunettes? Qu'est-ce qu'elles font de plus? Quelle émotion elles créent? Qu'est-ce qu'elles rappellent à qui? Les Madeleines de Proust, faut vraiment pas lésiner dessus parce que mine de rien, c'est inconscient. Il y a tous les messages inconscients
qui vont arriver au cerveau des gens qui vont voir votre com. Et ça, c'est vraiment important d'avoir conscience que quand on communique visuellement, on crée des émotions. Quelle émotion je crée? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Pardon, je suis à fond, mais vraiment, pour moi, c'est super important, les valeurs, parce que voilà, enfin, les miennes, elles m'incarnent, elles incarnent ma marque. C'est des choses que je peux pas, auxquelles je pense tous les jours et dans lesquelles je me remets chaque jour, quoi, parce que finalement, quand je sais plus pourquoi je fais les choses, mes valeurs, comme mon manifesto, c'est des choses qui vont me faire du bien, qui vont me rappeler pourquoi. Et encore une fois, faites-vous vraiment plaisir. On parle beaucoup de mood board, donc c'est le genre de thème. C'est vrai, on se dit mais c'est quoi un mood board? C'est faut pas. En fait, vous allez sur Pinterest ou vous allez sur Google Images et vous allez taper des mots clés et vous allez aller chercher quel visuel vous parle à vous, parce que vous êtes votre marque. Au final, vous incarnez quelque chose. Donc, qu'est-ce qui vous parle? Et puis après, vous allez décrire, tiens, cette image, tiens, moi, c'est drôle parce que cette image, je peux pas vous dire pourquoi je l'adore. Mais en fait, je sais pourquoi je l'adore. C'est parce elle est ultra chic, en même temps, elle est en train de s'amuser et en même temps, ça peut être à n'importe quel moment de la journée, c'est-à-dire le petit moment de folie, le petit moment de créativité qui va être, je saute, je danse et je mets un petit peu de respiration dans cette journée. Pourquoi je vais aimer cette photo-là? Mais parce que c'est tout bête, hein, mais oui, pour incarner la liberté, c'est la tenue, c'est la position de la femme, c'est le fait qu'elle soit un petit peu dénudée. Effectivement, il y a un côté un peu provocateur qui correspond bien à tout l'ADN de ma marque et qui voilà, c'est des femmes qui ont peur de rien, qui portent Capuche Paris. Donc, il y a vraiment ce truc, allez fouiller dans votre propre sensibilité, ce qui vous touche, ce qui vous parle, ce qui vous émeut, parce qu'en fait, c'est en allant voir les visuels des autres, c'est en allant fouiller que vous allez pouvoir définir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Que vous allez pouvoir vous dire, pour parler de mon sujet, ce type d'image, il va falloir faire hyper attention parce qu'en fait, ça peut connoter autre chose. Les associations d'idées, c'est aussi c'est assez improbable de façon générale, mais il y a des moments où on est un peu surpris par les associations d'idées des autres. Il faut bien garder en tête qu'on a notre cerveau qui fonctionne avec notre sensibilité, notre façon d'être, notre personnalité, et que tout le monde n'est pas pareil. Donc, aller explorer aussi la façon dont les gens vont prendre les choses et vont les vivre, etc., c'est quand même assez important. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Quels sont les canaux de communication à privilégier? Alors, vraiment, Capuche Paris, donc c'est des capuches, c'est un produit, mais c'est aussi une agence de communication non digitale. C'est vrai que moi, je milite un petit peu pour l'objet, parce que l'objet, surtout s'il est produit de façon responsable, c'est quelque chose qui reste, c'est quelque chose qui crée du lien, c'est quelque chose, en fait, sur lequel on peut tomber par hasard, comme sur un post Instagram, mais dans son sac à main, dans une poche quand on récupère. Pour moi, il y a toujours ce lien, il y a un côté très humain, très authentique qui m'importe énormément. Donc, du coup, je vais beaucoup, par exemple, l'expérience unboxing, pour moi, elle est très importante quand on reçoit une capuche. On a comment la porter, on a déjà des idées de différentes manières de porter sa capuche qui va aller, je vais vous montrer, voilà, je vais montrer comment la porter, comment raconter. Donc déjà, je vais prendre soin de ma cliente. Je lui envoie pas le produit et on n'en parle plus. Je le rayonner les jours de pluie. Moi, j'ai envie que ce flyer, elles le mettent tous les jours sur leur frigo parce qu'il y a marqué rayonner. Parce que rayonner, ça veut dire avoir un aura, ça veut dire raconter quelque chose, ça veut dire voilà. Donc pour moi, l'expérience unboxing, c'est super important. Après, évidemment. Pardon, je reprends la question puisque je me suis un peu perdue comme on a mon habitude. Quels sont les canaux de communication à privilégier? Faut vraiment, pour moi, déjà intégrer des points de vente qui sont prestigieux, mine de rien, c'est un canal de communication à part entière. Il ne faut pas avoir que le côté commercial de j'ai vendu mes capuches au bon marché, je suis très contente. Non, moi, ce que j'aime, c'est l'idée que les acheteuses qui sont exceptionnelles et qui ont vraiment très bon goût, puisqu'on se régale à chaque fois qu'on va dans cette boutique, aient aimé mon produit. Et du coup, ça lui donne une certaine crédibilité auprès des autres clientes parce que je suis là, je mérite d'être là, donc voilà, donc tout ça c'est très important aussi. Et après évidemment, je vais pas vous redire, moi je travaille beaucoup à la main, donc je vais faire du flyering, des choses comme ça, mais ça dépend en fait. Si vous êtes dans du digital, faites du digital à fond, n'oubliez pas la vidéo, n'oubliez pas de parler aux gens, parfois faire des photos hyper chiadées, mais également faire des vidéos un peu plus spontanées. Enfin, essayez vraiment de privilégier la communication réelle, que les gens se sentent concernés, en fait, il faut que les gens comprennent que vous avez conscience qu'à la fin, c'est eux
qu'il faut séduire et c'est au client qu'il faut plaire et c'est pas à vous-même. On n'est pas en train de travailler en se regardant le nombril. On travaille vraiment dans la volonté de rendre service, de proposer quelque chose qui va résoudre un problème, voilà, ou autre. Pour être sincère, il faut être passionné, croire en son produit et service ou pas forcément. Alors, dans le milieu de la création, je pense que malheureusement, oui. Et après, je pense que quand on sort d'école de commerce et qu'on a un profil vraiment diamétralement opposé au mien, non, pas forcément passionné par le sujet. On peut avoir trouvé une bonne idée qui peut ramener des sous sans forcément que ça nous passionne. Ça peut être juste une bonne idée. Voilà. Dans mon cas, c'est complètement impossible. Et oui, il faut faire impérativement appel à un graphiste puisque c'est lui qui vous permettra de tout cadrer. Mais vraiment, faites ce travail en amont et vous verrez que le travail avec le graphiste prendra moins de temps, donc coûtera moins d'argent. Voilà, bah écoutez, je vous remercie. Ça continue ? Je vous remercie. Mon temps de parole est écoulé. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses, que vous vous êtes amusés. J'espère que je vous ai donné envie de créer, de vous amuser, de comprendre que votre identité, bah, c'est vous et qu'il y a plein de façons chouettes de la transmettre. Voilà. Merci.